Bienvenue dans Le Débat, notre espace d'échange intellectuel et d'analyse des multiples perspectives sur les dynamiques humaines. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet assez lourd. Pourquoi la relation amoureuse la plus destructrice de notre vie est-elle souvent celle qui nous a semblé, au départ, la plus passionnelle? Ah, la fameuse étincelle. Exactement, la fameuse étincelle. On a tous ressenti ces papillons dans le ventre en rencontrant quelqu'un pour se rendre compte quelques mois plus tard qu'on est pris au piège dans une dynamique d'une violence émotionnelle inouïe. Nous décortiquons aujourd'hui ce qu'on appelle en psychologie de l'attachement le piège anxieux évitant. Et c'est un phénomène clinique absolument redoutable en fait. On parle d'une dynamique qui peut littéralement détruire l'estime de soi d'une personne, et ça sur plusieurs années. Oui, je suis totalement d'accord. Pour poser les bases rapidement, d'un côté, on a la personne au style d'attachement anxieux. C'est quelqu'un qui a un besoin viscéral continu d'être rassuré sur l'amour de l'autre. Le moindre silence, la moindre distance crée une angoisse d'abandon. Et de l'autre côté, on a la personne au style évitant. Qui est l'exact opposé. Pour elle, son système nerveux exige de fuir, de se désactiver ou de mettre de la distance dès que l'intimité devient trop palpable. La proximité l'étouffe. Voilà. Et la question vertigineuse qui nous réunit aujourd'hui, c'est la suivante. Pourquoi ces opposés absolus s'attirent-ils de manière si inexorable? S'agit-il d'une quête psychologique inconsciente, un besoin de valider nos croyances les plus intimes et douloureuses sur l'amour? Moi, c'est la position que je défends. Je suis convaincue que cette attraction est un choix actif. C'est le triomphe du biais de confirmation. On choisit ce qui valide nos peurs. Je l'aborde d'une manière très différente. Je ne nie pas qu'il y ait une dimension psychologique, bien sûr, mais je suis persuadé que ce cycle s'explique d'abord et avant tout par les mathématiques pures du marché des rencontres. Les mathématiques, carrément? Mécanique neurologique implacable. Pour moi, l'anxieux ne choisit pas son bourreau par une quête de sens freudienne, il tombe dans un entonnoir statistique, tout simplement. Et ce qui maintient la relation, ce n'est pas la psychologie, c'est un conditionnement purement biologique. C'est là qu'on n'est pas d'accord. Et c'est justement ce qui rend cette dynamique si fascinante à analyser. Si on regarde bien la psychologie de ces deux profils, c'est une prophétie autoréalisatrice d'une précision chirurgicale. Prenez l'individu anxieux. Il a intégré très tôt une croyance intime tragique, l'amour est une lutte. Ouais, l'amour comme un champ de bataille. Pour prouver sa valeur et ne pas être abandonné. L'évitant, lui, croit fondamentalement que les autres sont envahissants, qu'ils vont finir par lui voler son autonomie et son espace. S'ils s'attirent, c'est parce qu'ils se fournissent mutuellement le scénario exact qu'ils redoutent, mais qui leur est familier. Vous parlez de scénario familier comme s'il lisait le même script en fait. Mais oui, c'est exactement ça. Quand l'évitant prend ses distances, l'anxieux ressent une angoisse terrible face à cette incertitude. Mais l'ironie tragique, c'est que l'anxieux interprète cette angoisse, ce cœur qui bat la chamade, cette obsession pour l'autre, comme de la passion amoureuse. Il crée une illusion d'alchimie à partir de ce qui n'est qu'un signal d'alarme de leur propre corps. Je vois l'idée. L'anxieux choisit l'évitant parce que ce dernier vient valider l'idée que l'amour doit faire mal. C'est un processus actif. Je trouve cette idée de choix inconscient presque culpabilisante honnêtement. Et pour être franc, je n'y crois pas du tout. Elle masque la réalité structurelle et brutale dans laquelle les gens évoluent. S'ils se rencontrent, ce n'est pas par la magie d'un radar psychologique qui chercherait sa propre blessure. Non, non. Non ? C'est la force de l'entonnoir statistique. Faisons un peu de mathématiques sur le bassin des célibataires si vous le voulez bien. Très bien, allez-y, regardons les chiffres. Mais en quoi des probabilités expliquent-elles une attirance aussi spécifique? C'est très simple. Les études sur l'attachement montrent que les personnes au style sécure, celles qui sont à l'aise avec l'intimité, qui communiquent bien, qui ne fuient pas, représentent environ 50% de la population. Que font ces personnes? Elles se mettent en couple, construisent des relations stables et y restent longtemps. D'accord, donc elles sortent purement et simplement du marché des rencontres. Exactement. À l'inverse, regardez le comportement typique des évitants. Ils mettent fin à leurs relations très fréquemment, justifiant souvent leur fuite en disant qu'ils ont besoin d'espace. Ils retombent donc constamment dans le bassin des célibataires. Ce qui veut dire que le marché est saturé d'évitants, c'est ça? Saturés et surreprésentés, oui. Mais voici la vraie clé mathématique du problème. Les évitants ne sortent quasiment jamais avec d'autres évitants. Ah oui, c'est vrai ça. Bah oui, mettez deux évitants ensemble, aucun des deux ne fera l'effort d'initier la proximité ou d'envoyer le premier message. La relation ne démarre même pas. En revanche, la personne anxieuse, elle, est en recherche active et constante de fusion. Quand elle arrive sur le marché, la probabilité qu'elle tombe sur un évitant est écrasante. Ce n'est pas une quête de sens, c'est une fatalité mathématique.
Je comprends la mécanique de votre entonnoir statistique vraiment, mais je ne suis pas convaincue par cette ligne de raisonnement. Pourquoi donc? Les chiffres sont là. Parce que ça suppose que l'anxieux est une victime totalement passive des probabilités, qui prendrait le premier venu. Or, les données cliniques nous montrent tout le contraire. L'anxieux rencontre très souvent des personnes sécures, celles qui restent dans le bassin de temps en temps. Mais que se passe-t-il quand l'anxieux a un rencard avec une personne sécure? Il ne s'y intéresse pas. Il la trouve ennuyeuse. Il rentre chez lui et dit à ses amis « Oh, il n'y a pas eu de petite étincelle, c'était trop plat. » Et vous pensez que c'est une preuve de choix psychologique? Totalement. Sans le drame, sans les montagnes russes émotionnelles, sans le chaud et le froid, l'anxieux ne ressent pas cette fausse passion. C'est là que ma métaphore prend tout son sens. Le marché des rencontres n'est pas juste un jeu de probabilité, c'est une scène de théâtre. Nous auditionnons des acteurs pour jouer le scénario que nous avons en tête. C'est un point de vue intéressant, mais Les statistiques fournissent peut-être un grand nombre de figurants évitants, mais c'est l'anxieux qui choisit activement de donner le rôle principal à la personne qui va le faire souffrir, tout simplement parce que la paix d'un partenaire sécure ne déclenche pas son système d'attachement hyperactivé. je vous accorde que l'absence d'angoisse est souvent mal interprétée par l'anxieux comme un manque d'alchimie. Mais il y a un biais fondamental dans votre théorie du casting théâtral. Ah bon? Lequel? Vous supposez que l'évitant se présente d'emblée comme quelqu'un de distant et de froid. Et ça, c'est faux. Au tout début de la relation, l'évitant peut se montrer extrêmement charmant, attentif, investi. Il joue le jeu de la séduction avec beaucoup d'habileté parce qu'à ce stade, il n'y a pas encore de véritable engagement. La menace de l'intimité n'existe pas encore. C'est vrai, la phase de lune de miel est souvent très intense au début. Mais alors, de votre point de vue, comment expliquez-vous le basculement? Pourquoi le piège se referme-t-il si violemment ensuite? Parce que le piège est séquentiel et physiologique en fait. L'anxieux ne choisit pas un bourreau émotionnel, il choisit quelqu'un qui semble merveilleux. Le basculement se produit uniquement lorsque l'intimité franchit un seuil critique. Le moment où ça devient sérieux. Voilà, quand la relation devient réelle, par exemple après un week-end très romantique de grande vulnérabilité, l'alarme de l'évitant se déclenche. Et là, on ne parle plus de psychologie freudienne, c'est de la neurobiologie. L'amygdale de l'évitant, le centre de la peur dans son cerveau, interprète littéralement la proximité comme un danger de mort pour son intégrité personnelle. Et c'est là qu'il commence à utiliser ces fameuses stratégies de désactivation. Exactement. Il ne peut pas dire « j'ai peur de notre rapprochement ». À la place, son cerveau va chercher des excuses pour justifier la mise à distance. Il va commencer à critiquer des détails obsessionnels comme la façon dont son partenaire s'habille, ou alors il va disparaître physiquement, ne plus répondre aux messages pendant 2 jours, juste après un grand moment de complicité. Ce qui est un changement de paradigme foudroyant pour l'anxieux. Je vois très bien comment vous décortiquez la mécanique de l'évitant. Mais si on pousse cette logique jusqu'au bout, on arrive justement au cœur de mon argument psychologique. C'est-à-dire ? Eh bien, quand l'évitant opère ce recul brutal, comment réagit l'anxieux? Il n'accepte pas la distance. Face à ce mur soudain, son radar de l'abandon s'affole et il déploie ce qu'on appelle des comportements de protestation. Ah oui, les appels incessants par exemple. C'est ça, envoyer 15 messages d'affilée, appeler de manière répétée, essayer de rendre l'autre jaloux ou même menacer de rompre juste pour forcer l'évitant à réagir. Mais regardez le résultat de ces comportements excessifs. Ils sont la pièce manquante du puzzle psychologique. Vous voulez dire qu'il valide la peur de l'autre ? Parfaitement, quand l'évitant, qui a déjà peur de l'étouffement, voit l'anxieux exploser en larmes, exiger des réponses et envahir son espace, que se dit-il? Il se dit « j'avais raison, l'intimité est dangereuse, cette personne veut me contrôler ». C'est un écosystème fermé d'une perfection terrifiante. Le comportement de protestation de l'anxieux vient valider la peur de l'évitant et le recul de l'évitant vient valider la peur de l'anxieux. Comment nier qu'ils co-construisent activement cette dynamique? Co-construisent, oui, le terme est juste. Mais affirmer qu'ils y trouvent leur compte ou qu'ils cherchent cette validation, c'est ignorer la brutalité physiologique qui maintient réellement la personne anxieuse prisonnière. La brutalité physiologique. Oui, vous omettez l'un des mécanismes les plus destructeurs découverts par les neurosciences, qui est le véritable moteur du cycle, le renforcement intermittent. Ah, le fameux principe de la récompense aléatoire? Mais en quoi cela annule-t-il la validation psychologique dont je parle? Ça ne l'annule pas, ça la supplante complètement. Le renforcement intermittent, c'est le mécanisme de la machine à sous. Si vous savez qu'une machine vous donne toujours une pièce, c'est agréable, mais pas addictif. Si vous savez qu'elle ne donne jamais rien, vous arrêtez de jouer. Mais si c'est aléatoire? Voilà. Si elle vous récompense de manière totalement aléatoire et imprévisible, vous devenez complètement accro.
Dans le couple anxieux-évitant, le cerveau de l'anxieux devient accro à la machine à sous. Comment cela se traduit-il concrètement dans leurs interactions, selon vous, Marv? Imaginez la scène. L'anxieux est épuisé. L'évitant est froid, distant depuis des semaines. L'anxieux pleure, fait face au vide, et finalement, à bout de nerfs, menace sérieusement de partir, pour de vrai cette fois. Que se passe-t-il dans le cerveau de l'évitant à cet instant précis? La menace de l'intimité disparaît. Exactement. Puisque l'autre s'en va, il n'y a plus de danger d'étouffement. L'évitant se sent soudain en sécurité. Et parce qu'il se sent en sécurité, il redevient le partenaire charmant du début. Il envoie un long message d'excuses, il organise un dîner romantique, il offre un moment de connexion profond. Et pour l'anxieux, c'est le jackpot, quoi. C'est un shoot de dopamine d'une puissance inouïe. L'anxieux, qui était en état de manque affectif sévère, reçoit soudainement la validation tant attendue. Cette miette d'affection libère un cocktail chimique qui efface temporairement toute la souffrance accumulée. Il ne reste pas par choix philosophique de valider son scénario. Il reste parce qu'il est neurologiquement dépendant de ces pics de réassurance. C'est terrifiant. Et le coût de ce cycle est effroyable. C'est la destruction méthodique de l'estime de soi de l'anxieux qui finit par croire qu'il doit accepter 90% de souffrance pour obtenir 10% de bonheur. C'est une description vraiment glaçante de cette addiction biochimique. Et pour être honnête, je vous rejoins sur la puissance dévastatrice de la dopamine dans ce contexte. C'est précisément cette perte d'estime de soi qui rend la question de la sortie du piège si complexe. Car comment s'en extraire? Pour moi, la solution exige un effort titanesque de rééducation émotionnelle. Une rééducation? C'est-à-dire? Puisque le problème à la racine est une mauvaise interprétation de l'angoisse comme étant de l'amour, la seule vraie porte de sortie, c'est de reprogrammer consciemment ses propres paramètres. Les recherches nous montrent que l'attachement est malléable. On peut développer un attachement sécure acquis. Vous parlez de modifier son propre style d'attachement par la seule volonté? Oui, mais ça demande un travail actif. Il faut se forcer intellectuellement à arrêter de lier la passion à la souffrance. Concrètement, l'anxieux doit réapprendre à valoriser la paix. Il doit s'asseoir un soir sur son canapé avec un partenaire sécure, fiable, et se dire « ceci est l'amour ». Cette absence d'angoisse n'est pas un manque d'alchimie, c'est le sentiment d'être en sécurité. Sans cette reprogrammation psychologique, l'anxieux retournera toujours vers son addiction. C'est un triomphe de la conscience sur le conditionnement. Je comprends parfaitement l'attrait de cette vision. C'est noble, très humaniste de penser qu'on peut reprogrammer son esprit comme ça. Gagner un attachement sécure acquis, c'est l'objectif de toute une vie. Mais je trouve cette approche beaucoup trop théorique quand on est au cœur de la tempête. Vous trouvez ça irréaliste? Franchement, oui. S'asseoir et essayer de philosopher sur la paix antérieure pendant que votre système nerveux hurle à la mort parce que votre partenaire n'a pas répondu à un SMS depuis 24 heures, ça ne fonctionne pas. La biologie gagne presque toujours à court terme. C'est pourquoi l'approche pragmatique préconise une méthode bien plus chirurgicale. Pas de la rééducation lente, mais un filtre impitoyable dès le premier jour. Un filtre impitoyable. Comment ça fonctionne en pratique, votre filtre? La plupart des gens, et particulièrement les anxieux, ont une peur bleue du rejet. Lors des premiers rendez-vous, ils masquent leurs besoins. Ils se disent « je ne vais pas lui envoyer de message pour ne pas paraître trop en demande ». C'est une erreur stratégique fatale. La méthode la plus efficace, c'est l'utilisation de la communication directe comme un mécanisme de sélection darwinien. Donc, annoncer la couleur tout de suite. De manière radicale. Dès les premières semaines, il faut formuler ses besoins clairement. Dire, par exemple, « je suis quelqu'un qui a besoin d'une communication quotidienne pour me sentir bien. J'aime savoir où on en est. » Beaucoup n'osent pas de peur de faire fuir le partenaire. Ce qui est compréhensible. Sauf que c'est très exactement le but recherché. Si vous exprimez un besoin d'engagement clair et que la personne en face est un évitant, il va se sentir immédiatement menacé. Ses stratégies de désactivation vont s'allumer et il va prendre la fuite avant même que l'attachement ne se forme. C'est un retournement de perspective fascinant, je l'avoue. Vous utilisez la fuite de l'évitant non pas comme un échec, mais comme une victoire statistique précoce. Absolument. Cette fuite vous épargne des années de destruction psychologique. Sortir du piège, ce n'est pas seulement un travail sur soi, c'est accepter l'incompatibilité absolue de vos systèmes nerveux. Parfois, la plus grande preuve de santé mentale, c'est d'avoir le courage de modifier radicalement son environnement. Mais permettez-moi de relier votre filtre impitoyable à ma perspective psychologique. Pour qu'une personne anxieuse soit capable d'une telle honnêteté au bout de 3 rendez-vous sans ressentir de honte, elle doit au préalable avoir effectué ce fameux travail intérieur. C'est pas faux.
Si la personne reste intimement persuadée que son besoin de réassurance est un défaut, qu'elle est trop compliquée, elle n'osera jamais utiliser ce filtre. Elle essaiera de s'adapter au silence de l'évitant. Accepter que l'on a le droit viscéral d'avoir besoin de proximité constante, c'est, en soi, une révolution psychologique. C'est un argument juste. Je vous l'admets. L'acceptation de ses propres besoins est la première étape. On ne peut pas affirmer une limite qu'on a honte d'avoir. Et cela rejoint un point fondamental. Il faut arrêter d'étouffer nos besoins pour coller à une illusion de société. C'est comme essayer de retenir sa respiration. Tôt ou tard, la biologie vous force à halter. C'est une belle image. Et c'est amusant que vous parliez de la société, car cela démystifie l'une de nos plus grandes croyances modernes, le mythe de l'hyper-indépendance. On nous vend l'idée que pour être sain, il faut se suffire entièrement à soi-même, ne besoin de personne. Une aberration. Exactement. Si l'on regarde les fondations posées par John Bowlby, le père de la théorie de l'attachement, on réalise que l'être humain est littéralement câblé pour la co-régulation. Tout à fait. L'idée qu'un adulte fort ne dépend de personne est une absurdité biologique. Notre pression artérielle, la chimie de notre cerveau, tout cela se régule au contact de nos figures d'attachement. Le paradoxe de la dépendance est magnifique. C'est uniquement lorsque nous sommes profondément en sécurité, sachant que quelqu'un est là, que nous trouvons le courage d'être véritablement indépendants et d'explorer le monde. Ce qui rend la posture de l'évitant d'autant plus tragique au final. En voulant se protéger à tout prix de la dépendance, il se condamne à une profonde solitude et un épuisement relationnel perpétuel. C'est ça. Et l'anxieux, de son côté, s'épuise à essayer de puiser de l'eau dans un puits complètement à sec. Eh bien, si nous devions synthétiser notre échange aujourd'hui, je dirais que ces dynamiques toxiques nous mettent face à un immense défi d'introspection. Le piège anxieux évitant nous oblige à regarder en face les illusions que nous entretenons sur l'amour. Il nous demande de réaliser que ce que nous prenons pour le sommet de la passion ne sont bien souvent que des signaux d'alarme biologique déguisés. Pour s'en sortir, il faut reprogrammer notre définition même de l'amour et accepter que notre paix intérieure a plus de valeur qu'une romance de cinéma destructrice. Une lucidité structurelle implacable. La volonté ne suffit pas face à un circuit dopaminergique. Rompre ce cycle demande des limites fermes, l'utilisation d'une communication sans concession pour écarter les profils incompatibles et l'acceptation que l'amour pur ne sauvera jamais une incompatibilité des systèmes nerveux. Malgré ces deux angles d'attaque, la guérison de nos croyances intimes ou la gestion pragmatique de notre environnement biologique, nous convergeons sur une vérité libératrice. Comprendre finement ces rouages, c'est ce qui nous redonne le pouvoir. L'être humain n'est pas condamné à subir aveuglément les schémas de son passé. C'est la clé, oui. Savoir qu'on a le droit de dépendre de quelqu'un, à condition de choisir quelqu'un qui est capable de répondre à cet appel sans fuir. C'est un voyage qui demande un immense courage. Celui de renoncer à l'intensité toxique pour embrasser la constance. Nous laissons aujourd'hui nos auditeurs libres de déterminer, à la lumière de ce débat, quelle voix résonne le plus avec leur propre vécu. Devez-vous d'abord affronter vos scénarios intérieurs ou devez-vous appliquer ce filtre impitoyable? La plus grande des libertés reste de choisir avec soin la polarité de ceux que nous laissons entrer dans notre champ magnétique.